Samedi dernier, un Américain, Orrin Hine, 32 ans, banquier à New York, arrive à Paris. Il a appris que les pavillons des Halles construits il y a 100 ans par Baltard vont être détruits. Il veut les sauver de la démolition, les acheter pour au besoin les installer aux États-Unis. Quand est-ce qu'on doit démolir les pavillons de Baltard? En principe, on va les démolir au début de juillet et ils vont être vendus à la casse. Ça vous dérange beaucoup? Beaucoup. Je trouve que c'est un problème française, mais tout le monde doit s'y intéresser parce que sur le plan artistique et architectural, c'est un problème mondial d'humanité. Alors qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Nous avons l'intention de sauvegarder les Halles, d'abord d'arrêter la possibilité qu'ils soient détruits et, s'il est nécessaire, les amener ailleurs. Les amener ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aux États-Unis, peut-être. Vous dites « nous ». Vous, qui est-ce? Je préside un comité qui s'appelle le US Committee for the Preservation of les Halles, qui consiste de plusieurs hommes d'affaires et banquiers qui auront des affinités, des liens ou en affaires culturelles avec la France. On dit que quand même le démontage et le remontage de ces pavillons représentent une opération très très coûteuse. Oui, on dit aussi qu'il y a des problèmes techniques, mais on ne se laisse pas vaincre par des problèmes comme ça. On construit des bâtiments de 110 étages et on peut bien démonter des bâtiments qui ont été construits il y a 100 ans. Si le vieux centre meurt, c'est parce qu'il est inaccessible. Il est inaccessible et parce qu'il est engorgé, il suffit de regarder autour de nous la circulation automobile, le stationnement. On ne peut plus augmenter l'accès automobile au centre de Paris sans le détruire. Or, nous ne le voulons pas. À partir de ce moment-là, il faut jouer sur une autre notion qui est l'accessibilité par des moyens de transport en commun. Si on veut que tous les petits commerçants qui sont au bas des immeubles des Halles et qui assurent par leur présence le maintien de ce vieux centre retrouvent de l'activité, retrouvent du commerce, il faut que les Parisiens puissent accéder aux Halles. Donc le premier point du schéma d'aménagement des Halles, c'est d'en réaliser l'accès, d'une part le RER et d'autre part le prolongement de la ligne de Sceaux. Cela va faire des Halles le lieu le mieux desservi de toute la région parisienne. Les Parisiens, je crois, réclament de meilleurs transports en commun, de bonnes conditions de correspondance. Il est indispensable de faire ces travaux qui ne vont pas forcément sans un certain nombre de transformations des quartiers où ces travaux se déroulent. Il a été jugé difficile techniquement, même impossible techniquement, de trouver, avec toutes les contraintes, un autre emplacement pour les deux stations de la ligne de Sceaux et du RER que celui qui se trouve sous les pavillons de Baltard. Et il a été jugé impossible financièrement de supporter la construction de ces stations sous les pavillons de Baltard, en taupe en quelque sorte, sans les enlever de la surface où ils se trouvent actuellement. D'où la destruction des pavillons de Baltard. D'où la destruction des pavillons de Baltard, mais encore une fois, pas la disparition pour autant de la fonction qu'ils peuvent plus ou moins aisément remplir et qu'ils ont plus ou moins convenablement rempli ces derniers mois. Nous n'avons jamais conçu les Halles autrement que comme un très vaste espace d'accueil. L'accessibilité étant assurée, il faut ensuite que les gens puissent se promener, trouver des activités de toute nature, sans circulation automobile, puisque toute la circulation automobile à ce moment-là pourra être enterrée, et par conséquent, les Halles deviendront un espace où, pour le loisir, pour la culture, pour le travail, pour le commerce, on pourra se répandre dans le quartier. Il y a des experts en art et en architecture qui ont reconnu que les pavillons de Baltard étaient des œuvres très importantes dans l'architecture d'il y a 100 ans. Ça se voit tout de suite. On voit les dessins comme la dentelle, la lumière qui entre. Ça crée un espace qui n'est pas un espace enfermé, mais qui est un espace qui joue avec les environs. Et on voit tout de suite un espace qui est l'espace recherché par l'architecture moderne.
Il est incontestable que les pavillons de Baltard sont une œuvre importante pour l'histoire de l'architecture, et esthétiquement et sentimentalement aussi intéressante. Le problème, n'est-ce pas, est de savoir si on doit privilégier en quelque sorte la préservation muséographique un petit peu d'espaces qui ont certainement un intérêt au détriment, disons, des conditions de fonctionnement de l'ensemble de ce centre rive droite depuis le Palais Royal jusqu'au Marais, ou s'il faut accepter de jouer dans un endroit de ce genre des solutions de notre temps. Les pavillons de Baltard représentaient une architecture qui répondait admirablement à la fonction qui était la leur, c'est-à-dire d'être des grands parapluies sur un espace de marché. Je considère qu'il n'est pas tout à fait exact qu'on puisse y mettre n'importe quoi et qu'on puisse vraiment parler d'une souplesse considérable d'utilisation de ces pavillons qui en réalité sont fonctionnellement très rigoureusement conçus. Mais je crois que on ne peut faire de cet objectif celui qui commande tout le reste du projet. Qu'est-ce que vous imaginez faire des pavillons de Baltard si vous les transférez aux États-Unis? Je prévois les employer comme centre d'animation, tels qu'ils sont. C'est-à-dire, au fond, le même emploi aux États-Unis que celui qu'ils ont connu depuis 2 ans ici à Paris. Mais si, oui, je crois. Ils se sont démontrés comme parfait lieu de rencontre et d'animation. Ça veut dire qu'ils sont un espace qui se lie à n'importe quel usage. Oui. Et pourquoi est-ce que vous ne construiriez pas vous-même un musée aux États-Unis, quelque chose de nouveau? Parce que du côté artistique, architectural, c'est unique au monde. Cette démarche, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense, si vous voulez, d'abord, il faut bien sûr savoir quelle est la crédibilité, le sérieux d'une démarche de cette nature, et ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en parler. Je pense simplement ceci, c'est que c'est assez cohérent avec une attitude générale, disons, des Américains vis-à-vis de l'Europe, attitude qui leur a fait démonter des cloîtres romans pour les installer à New York, et qui les fait être parmi les meilleurs clients des puces, n'est-ce pas? Il est bien certain que pour des Américains cultivés, de qualité, l'Europe a toujours cette vertu de leur apporter un folklore ou une ancienneté qu'ils n'ont pas dans leur propre pays. Mais je crois aussi que les Américains sont bien placés pour savoir que dans le centre de leur ville, il existe de très graves problèmes de réanimation. Et je constate simplement que dans les grandes villes américaines, Boston, Philadelphie ou quelques autres, eh bien, les solutions qui ont été mises en œuvre sont bien celles que nous cherchons à mettre en œuvre au Halles pour résoudre le problème de notre centre à nous, accessibilité par transport en commun, grande zone de piétons, vaste espace d'accueil. Est-ce que vous avez des rendez-vous à Paris? Qu'est-ce que vous allez y faire dans ces jours qui viennent? Mardi, j'ai un rendez-vous avec le préfet de Paris, M. Diebold, et j'espère qu'on va discuter franchement la situation. Alors, ça s'est passé comment? On a eu un entretien très cordial, mais je ne suis pas trop encouragé, et j'aurai plus à préciser demain à ma conférence de presse. Après ma visite hier soir avec M. Diebold, le préfet a dit à la presse que le train est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Mais pour moi, ce n'est pas trop tard. Demain, j'ai rendez-vous avec M. le ministre des Affaires culturelles. Je discuterai avec lui, j'essaierai de voir s'il est véritablement certain que la France accepte de voir jeter à la poubelle un trésor français qui appartient aussi au patrimoine mondial de la culture. Avec de l'efficacité, assez de personnel et bien sûr assez d'argent, tout est possible. C'est cela que je désire discuter demain avec M. Duhamel. Maintenant, si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre de mon mieux. Alors, il est assez étrange de voir qu'on a pu construire la station de métro du RER à l'Étoile sans démolir l'Arc de Triomphe, qu'on a pu faire la même chose à l'Opéra sans démolir l'Opéra,
et qu'on envisage froidement de démolir les pavillons de Baltard qui sont magnifiques pour quiconque sait les apprécier, et qu'on envisage de les démolir pour construire une station du RER qu'on peut parfaitement construire en sous-sol comme on l'a fait pour l'Opéra et pour l'Arc de Triomphe. La réponse que j'ai eue, c'était qu'en la construisant en taux, qu'il faut compter entre 250 et 300 millions de nouveaux francs en supplément. Eh bien, c'est bien ce qu'on a fait pour l'Arc de Triomphe et pour l'Opéra. Pourquoi y aurait-il un traitement de faveur pour ces deux monuments et pas pour les Halles de Baltard? Est-ce que ça signifierait qu'on fait un choix entre l'architecte qui a construit l'Arc de Triomphe, celui qui a construit l'Opéra de Garnier, qui a fait un moyen... Je suis de votre avis, n'est-ce pas? Et les Il ne Halles faut de pas me Baltard. poser ces questions. Monsieur Diebold m'avait offert un pavillon dessiné par Baltard qui se trouve à l'heure actuelle à la Villette. Orinhain parviendra-t-il à emmener les pavillons aux États-Unis? Rien n'est moins sûr. Lorsqu'il l'a reçu hier, M. Jacques Duhamel n'a laissé que peu d'espoir au milliardaire américain. Pour celui-ci maintenant, sa dernière chance, être reçu par le président de la République. De toute façon, la meilleure solution serait que les pavillons restent sur place, et sinon qu'ils seront situés ailleurs en France. Mais si le peuple français se désintéresse complètement des pavillons, je serai très heureux dans l'avenir, s'il regrette cette décision, qu'il puisse venir aux États-Unis les visiter.